Vous écoutez IDFM, il est 15h. Bonjour à tous et à toutes, je suis Shlomi Lévy, nouvel animateur dans la tranche horaire Forum Santé et Bien-être que j'ai rejoint pour partager avec vous. Et dans cette émission que j'ai nommée Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Alors nous avons aujourd'hui à nouveau le plaisir d'accueillir parmi nous Noémie Kleber. Noémie, bonjour. Bonjour Shlomi. Et Noémie, je n'ai pas besoin de te représenter à nouveau, mais je vais quand même le faire. Donc, Noémie est responsable du département chez France Hypnose Formation. Elle est licenciée en psychologie clinique et en psychopathologie, diplômée en hypnose directionnelle. Donc j'ai le plaisir de partager cette heure avec toi, Noémie, pour parler de la confiance en soi, l'estime de soi, et également une question qu'on peut se poser, y a-t-il une alternative aux antidépresseurs? Parce que justement, la plupart des problèmes que l'on rencontre en cabinet, que l'on rencontre chez les gens, c'est celui-là, c'est cette confiance en soi qui est rudement mise à l'épreuve par les épreuves de la vie, mais pas seulement par les épreuves de la vie, par également les personnes que l'on côtoie, que l'on fréquente, et étonnamment, même nos parents ou nos époux, épouses qui peuvent commencer par entamer et casser cette confiance en soi. C'est de ça que donc on va parler pendant cette heure-là, on va donc décortiquer comment ça se passe, quelle est la différence aussi entre confiance, estime de soi, image de soi, tous les effets négatifs que ça peut avoir et ce que l'on peut faire pour cela, quoi. Oui, effectivement, merci Shlomi de m'avoir présenté par le biais d'une belle prétérition, ça ne m'a pas échappé. Alors, je ne vais pas te représenter, mais quand même, présentons-la. Merci donc de m'avoir présenté par cette jolie prétérition. Et effectivement, oui, on est dans une société de mise à l'épreuve. C'est vrai que les performances, les compétitions suscitent beaucoup d'inquiétudes, à savoir est-ce que je vais être capable de faire. Tu viens d'évoquer là la confiance en soi, l'estime de soi, c'est très en vogue, hein, c'est vrai, et on très souvent confondu. Les gens confondent la confiance, confondent l'estime, et je pense qu'il est important avant de commencer de parler qu'est-ce que l'on peut faire pour ça, quels seraient les remèdes à cette carence, carence de l'estime, carence de confiance, et peut-être de les distinguer. Alors, la confiance en soi, c'est la partie émergée de l'estime de soi. Tu voulais dire quelque chose? Non, justement, je voulais savoir comment on peut définir l'estime que l'on a de soi-même, de ce qu'on peut faire, et cette confiance, est-ce qu'on peut la faire ou pas? Comment est-ce qu'on va définir ça, et puis comment l'appliquer pour soi? D'accord. Alors, voilà, comme je disais il y a quelques instants, la confiance en soi, c'est la partie émergée de l'estime de soi. Vraiment, en 2 mots, les définir avant de rentrer dans le détail de chacun d'entre eux. Je crois quelque part que l'estime, c'est l'idée que je vais me faire de moi. C'est un genre d'auto-évaluation, le jugement que je porte sur moi. Il s'agit de la valeur que je m'attribue, en fait. Je suis quelqu'un d'important pour moi. L'estime, c'est ça, c'est je suis quelqu'un d'important pour moi. Tandis que la confiance, elle renvoie plutôt à nos aptitudes, à nos compétences, à nos capacités. C'est j'ai conscience que je sais faire quelque chose, et cette conscience-là me confère une certaine stabilité, une certaine fiabilité, une certaine sécurité peut-être même. Donc quelque part, on a la confiance en soi qui renvoie à la notion de sécurité, alors que l'estime de soi, elle renvoie à la notion de valeur. Et comment est-ce qu'on acquiert justement cette estime et puis cette confiance? Est-ce qu'on peut avoir l'un et pas l'autre de manière interchangeante? Oui, tout ça fluctue, c'est à géométrie variable, comme on dit. On peut rencontrer des gens qui ont de la confiance et pas d'estime, ou de l'estime, pas de confiance. Ce dont on parlera peut-être un peu plus tard, c'est justement ce cas de figure assez récurrent de gens qui n'auraient pas d'estime, et qui auraient finalement beaucoup de compétences et de capacités. Des gens qui ont fait des formations, qui ont fait des études, qui ont un beau niveau social, plein de cordes à leur arc quelque part, mais qui ont du mal à s'estimer. Donc c'est le cas de figure que l'on rencontre le plus. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais avant cela, ta question était, Shlomi, quelle est quelque part la définition, qu'est-ce que l'estime de soi et comment elle se construit? Alors, l'estime de soi, elle se construit en même temps que la personnalité.
C'est-à-dire c'est lorsque l'on est tout petit, et ça dépend de la qualité de l'amour que l'on a reçu. L'estime de soi se construit dès la naissance par le biais d'un attachement sain vis-à-vis de la figure d'attachement. Cette figure d'attachement-là, ça peut être les parents, mais ça peut être aussi d'autres personnes importantes de notre entourage. Et quand l'enfant se sent aimé d'un amour inconditionnel, eh bien, il se sent en sécurité affective. Et la nourriture de l'estime, c'est vraiment cet amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'un amour inconditionnel? C'est un amour qui se passe de conditions. C'est-à-dire, je suis aimé, quoi que je fasse, en fait. Hein. Exactement. Voilà. Donc, et les parents doivent en fait se cadrer à cet amour-là, même si parfois ils ont envie de rentrer dans leur enfant qui fait des bêtises finalement. Ah oui, oui, c'est pas si simple que ça, effectivement. Quand on a un enfant qui ramène une mauvaise note ou qui a fait des bêtises à l'école ou autre, eh bien, on doit faire sentir à l'enfant qu'on l'aime malgré la bêtise. C'est-à-dire que quelque part, ça n'est pas tuer un petit garçon, une vilaine petite fille, tu as fait quelque chose qui n'est pas OK. Peut-être le réprimander, ça ne veut pas dire ne pas le réprimander, on peut le réprimander, mais lui faire sentir qu'on l'aime. Et ça, à la limite, il le sent au travers notre attitude, il le perçoit au travers nos yeux sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Et c'est très important. Vraiment, la condition à une bonne estime de soi se situe vraiment dans cet amour inconditionnel. C'est ça, on va sanctionner l'acte, mais Oui. pas sanctionner la personne. Exactement. Pas sanctionner l'enfant, il faut sanctionner l'acte et lui faire sentir, lui faire comprendre que son acte n'est pas correct. Oui. Et la nuance, elle est très très difficile, elle est très fine. Oui, voilà. Alors bon, les parents ayant eux-mêmes une bonne estime d'eux. Alors on va parler de la confiance. On est en ce moment en train de parler de l'estime de soi, mais confiance et estime sont très liés. C'est vrai que les parents ayant eux-mêmes une bonne confiance et une bonne estime d'eux-mêmes auront peut-être plus de facilité à faire cela. Alors, lorsque les parents vont attribuer de la valeur à l'enfant, eh bien, l'enfant, lui, prend le relais et s'accorde en grandissant à son tour de la valeur. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est quelqu'un de bien, qu'il est important. Il sait que je suis important pour moi. Et alors, à ce moment-là, c'est simple dans la vie de tous les jours de nourrir cette estime. Mais lorsque l'on n'a pas eu cet amour inconditionnel, c'est là que ça se corse. Et c'est là que ça se corse, et ça se corse aussi lorsqu'on a affaire à des enseignants qui, eux, ne sont pas du tout pédagogiques, et ils vont casser l'enfant. Même si chez les parents, à la maison, ça se passe bien, on a tous vécu des cas personnels, si ce n'est pas soi-même ou d'autres, où malheureusement les enseignants ne sont pas formés pédagogiquement pour accueillir les carences de certains enfants et les cassent, les détruisent complètement et ça casse un enfant parce que finalement l'enseignant l'enfant passe plus de temps à l'école que chez lui à la maison. Oui, alors c'est vrai que lorsque l'enfant a reçu cet amour inconditionnel et qu'il se sent en sécurité affective, du coup il a les fondements, il a les bases, il a la fondation qui vont lui permettre d'être peut-être un peu plus armé face aux éducateurs, face aux enseignants et autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y sera pas insensible, mais ça veut dire qu'il le vivra mieux. Voilà, donc c'est quand même important d'avoir ces bases-là. Alors lorsque l'on n'a pas reçu ces bases, rien n'est figé. Un enfant qui n'a pas reçu cet amour inconditionnel qui le met en sécurité affective, eh bien il peut utiliser quelques astuces au quotidien pour se sentir peut-être mieux. Et ça passe par le respect. Se respecter est important pour booster pour booster l'estime de soi. Se respecter, ça veut dans le sens du plus concret au plus large. Se respecter l'autre. Par exemple, ce que je vois en tant qu'enseignante à l'institut où je travaille, c'est que la formation formateur, c'est-à-dire les gens qui viennent là pour prendre la parole en public, pour pouvoir devenir à leur tour formateur. Parfois, certains d'entre eux me disent je suis venu là, mais je me suis pas préparée. Alors, je vais passer à l'oral, mais je sais pas, je vais faire comme ça au feeling, quoi. Oui, sauf que là, justement, il ne s'est pas préparé.
Et ne pas se préparer veut dire quelque part ne pas se respecter. Et quand je parle de se respecter, ça peut prendre toutes les formes, mais ça prend aussi celle-ci. Quelqu'un, un stagiaire qui aura préparé son intervention, son oral, sera du coup beaucoup plus à l'aise et il se sera respecté. Et ce respect-là booste évidemment son estime de lui. Donc ça peut passer par ce genre d'attitude que de se respecter par exemple, ou être fidèle à soi, être fidèle à ses valeurs, sa valeur. Apprendre à dire non aussi, hein, ce sont des choses qui permettent de booster l'estime. Comment dire non à quoi? Alors, apprendre à dire non, par exemple, si je pense être comme ceci ou comme cela, et que je suis en train de vivre une expérience dans laquelle je ne me sens pas à mon aise, eh bien, je dois rester fidèle à moi. Pour rester fidèle à moi, ça veut être oser dire non et ne pas rentrer quelque part dans un esprit sacrificiel où je vais dire oui, je vais faire parce qu'on me le demande, mais cela ne me correspond pas. C'est très difficile. Pas simple, oui. C'est pas simple, tout à fait, parce que des fois on rentre dans la problématique justement de respect de l'autre aussi, oui. Par rapport à ses demandes, et ce n'est en effet pas évident de s'affirmer oui. Dans ce que l'on veut dans sa vie, et c'est, moi je le vois avec les différentes personnes que je côtoie et que je reçois aussi en cabinet, ce n'est pas évident de pouvoir, je ne dis pas s'imposer parce que ce n'est pas le mot, mais de pouvoir émettre, s'appuyer sur ce qu'on est réellement. Et oui, alors ce qu'on est réellement, c'est pas aussi simple que ça non plus. C'est-à-dire qu'on est bien souvent en réaction par rapport à ce que les autres ont voulu que l'on soit. Nos parents, lorsqu'ils nous ont mis au monde, ils se sont fait une idée. Hein, quels sont les parents qui... Alors, il y en a très certainement, je ne vais pas dire tous les parents, mais très souvent, lorsque les parents mettent au monde un enfant, ils disent « Ah tiens, j'aimerais bien qu'il soit ceci ou qu'il fasse cela ». Et on se fait une idée de ce que l'on aimerait que nos enfants deviennent, et quand ils ne le deviennent pas, eh bien, du coup, c'est pas simple. Alors, très souvent, en tout cas, les gens qui consultent, on se rend compte que ce sont des gens qui sont devenus ce que les parents attendaient d'eux. Voilà. Et il y a là un genre d'esprit sacrificiel, de s'oublier, et au final, les gens ne savent plus vraiment qui ils sont. Oui, tout à fait. Et il y a aussi l'effet inverse, enfin, ou le processus inverse, c'est un enfant qui n'est pas désiré. Mm-hmm. Et donc, l'enfant n'étant pas désiré, le parent va mettre tout ce non-désir en lui, il va le sentir. Et finalement, il y aura aussi ce manque de confiance en lui, quelque part, qui va ressortir parce qu'il n'y aura pas cet amour inconditionnel. Oui. Même si amour il y a, évidemment. Oui, bien sûr. Ça se ressent. Alors, bon, cet amour inconditionnel, c'est très particulier. On peut envisager que un enfant qui n'ait pas été désiré, finalement, bénéficiera de cet amour inconditionnel. Et par ailleurs, on peut envisager qu'un enfant qui a été désiré, une fois là, pose problème. Il y a plein de cas très, très différents. En tout cas, je crois que pour peut-être synthétiser un petit peu ce qu'on vient de dire, l'estime de soi, ça dépend vraiment de cet attachement sain, de cette figure d'attachement qui nous donne un amour inconditionnel, qui nous met en sécurité affective. Quand on en a reçu, on prend le relais, l'adulte prend le relais et va se nourrir de tout ce qui va lui arriver dans la vie de tous les jours pour pouvoir booster son estime. Et quand il n'en a pas eu, eh bien, il y a pas mal de petites astuces comme se respecter, être fidèle à ce que l'on est, apprendre à dire non, etc. Mais il y a aussi éradiquer les suggestions négatives que l'on s'envoie. Et ça fera peut-être l'objet de la dernière partie de cette émission. Les suggestions négatives, c'est lorsque l'on se dit, par exemple, je suis nul, je ne vaux rien, je suis incapable, etc. Toutes ces suggestions que l'on s'envoie qui ont un effet vraiment très, très négatif. Et alors à ce moment-là, l'hypnose va pouvoir agir sur ce point-là. C'est passionnant. On va donc revenir à ça après une petite pause musicale. Merci beaucoup, Noémie. Merci, Julie. Voilà, vous êtes sur IDFM Anguin. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose, animé par Chauminerie et Noémie Kléber. On est de retour sur ce sujet passionnant de la confiance en soi, l'estime de soi. On a abordé l'estime de soi. Et c'est vrai que lorsque l'on
on parle aux gens et même à nous-mêmes, on pense souvent qu'on est dans notre réalité, dans la réalité de la vie que l'on vit, et on pense parfois que c'est figé, c'est comme une fatalité qu'on ne peut pas changer, et les gens vivent dans cette croyance que la réalité est là. Il faudrait donner un grand coup de pied dans la fourmilière pour la changer, et c'est trop difficile, Donc, comment est-ce que changer cette réalité par rapport à la confiance en soi que l'on a, comment est-ce que ça fonctionne en réalité? Alors, on va peut-être parler là de la confiance en soi, Oui. définir la confiance pour pouvoir répondre ensuite à toutes les questions de comment est-ce que ça fonctionne quand on est carencé parce qu'on n'a pas reçu ceci ou cela. Peut-être en 2 mots, la confiance en soi, comme j'ai pu l'évoquer en tout début de l'émission, elle ne se décrète pas. Hein. C'est comme pour l'estime, elle prend racine dans l'enfance. La confiance en soi renvoie à nos aptitudes, à nos compétences, à nos capacités. J'ai conscience que je sais faire quelque chose et ça me confère une certaine stabilité, une certaine fiabilité. Donc, comme j'ai pu l'évoquer, la confiance en soi renvoie à la notion de sécurité. Et c'est par le biais du regard encourageant, plein de fierté, de la figure d'attachement que l'enfant ose avancer. C'est vraiment important de référer encore à nouveau à cette figure d'attachement et de ce regard-là. L'enfant l'a vu dans les yeux de ceux qui le regardent. L'enfant ose avancer parce qu'il pense qu'il a les qualités et les compétences nécessaires pour réussir ce qu'il entreprend. C'est là que s'installe vraiment la confiance en soi. Après, on pourrait parler de deux grandes phases importantes, entre 0 et 4 ans et ensuite l'adolescence, sont deux phases importantes, mais en tout cas, elle prend racine, elle s'enracine, comme pour l'estime dans la petite enfance, au travers, par le biais du regard encourageant, plein de fierté des figures d'attachement. Donc c'est très important de toujours être dans l'encouragement, dans le positif, de positiver l'enfant finalement, parce que sinon on va le casser. On va en faire un adulte qui est cassé. Et oui, et cette première période, la période d'empreinte de 0-4 ans, c'est la période d'apprentissage. L'enfant passe par plein d'apprentissages différents, il ne sait rien faire lorsqu'il naît, quelque part, et il va apprendre. Et toutes les personnes qui l'entourent vont le mettre dans un climat particulier de confiance. En tout cas, c'est leur rôle, le rôle des parents, de mettre l'enfant dans un climat de confiance pour qu'il puisse avoir l'environnement le plus aidant qui l'incite, qui le stimule et qui lui donne envie de faire plus, d'aller de l'avant. Et il ose. Donc la notion de confiance est à relier en permanence à la notion de progrès. Il sait qu'il progresse. Et lorsqu'il fait, alors il réussit, mais parfois il échoue. Et l'échec, il y a quelque part dans la confiance en soi une culture intelligente de l'échec. L'enfant échoue, mais il sait que c'est pour mieux réussir. Qui n'est pas tombé lorsqu'il a appris à marcher? J'aimerais bien le rencontrer. Oui, c'est ça, il faut tomber pour mieux se relever, on dit. Donc c'est vraiment ça. Et encouragé par cette expérience de l'échec, qu'on va faire mieux la prochaine fois et non pas casser la personne. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui avec des millions d'adultes qui n'ont pas vécu ça, et qui vivent très mal après la post-adolescence, finalement, qui ont un mal-être parce qu'ils n'ont pas cette estime d'eux-mêmes, cette confiance en eux pour avancer dans la vie et progresser. Oui, alors c'est la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était la bonne nouvelle. Sur la question du départ. Oui, la bonne nouvelle de cette émission, c'est que rien n'est figé et que lorsqu'un enfant n'a pas rencontré cet environnement aidant qui l'incite à oser agir et qu'il est carencé, donc à l'âge adulte, carencé de confiance, eh bien, il va pouvoir malgré tout booster cette confiance. Alors par le biais d'outils, de méthodes, de disciplines telles que l'hypnose évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi simplement peut-être déjà consciemment se dégager de la compétition.
se dégager de cette compétition néfaste, parce que parfois la compétition peut être moteur, mais la compétition néfaste, celle qui handicape, c'est-à-dire les comparaisons inutiles, ces choses-là, et peut-être valoriser ses succès. Lorsque l'on fait quelque chose, mais c'est peut-être toute petite chose, et se féliciter, se dire que c'est bien. Voilà, que j'ai expérimenté, j'y ai réussi. Et ça c'est important pour nourrir la confiance. Donc la nourriture de la confiance se trouve dans l'action, c'est-à-dire oser agir. Et c'est très important. Alors évidemment, lorsque les parents ont été aidants, l'adulte va oser agir sans se poser la question. Mais lorsque l'on a été carencé, eh bien, enfin lorsque l'on est carencé, parce qu'on n'a pas reçu cet environnement favorable, eh bien, il faut malgré tout oser agir et se mettre dans l'action. Parce que les échecs font partie du processus d'apprentissage. Oui, c'est vrai, et ça me fait penser à quelque chose que je vis, par exemple, avec ma fille à l'école. La directrice d'école est américaine. Oui. Et elle est américaine, et là-bas, enfin, aux États-Unis, mais aussi dans cette école-là, les professeurs ont l'interdiction de donner les notes des enfants en public. Donc, ma fille ne connaît pas les autres notes, elle ne sait pas combien ont eu ses amis. C'est excellent. Pour ne pas rentrer dans cette compétition, chacun est ce qu'il est. Et des fois, j'essaie de savoir, mais ça ne sert à rien parce qu'elle ne le sait pas et elle ne me dira pas. Et c'est très bien comme ça, de ne pas faire de comparaison avec l'autre. Et ça permet donc à la personne d'évoluer. Et donc, je parlais avec cette directrice, et elle me disait que la différence entre la mentalité américaine et la mentalité française dans l'éducation, c'est de prendre aux États-Unis, chaque enfant est un diamant qu'il faut polir. Mm-hmm. Et alors qu'en France, c'est un charbon qu'il faut peut-être voilà, un peu tailler de part et d'autre, mais, oui. Mais la comparaison, elle est là, que comment est-ce qu'on voit l'enfant et comment est-ce qu'on va le faire grandir. Et donc c'est un processus qui est vraiment très très important de grandir dans cette confiance et, comme tu le disais si bien, d'oser agir. C'est ça qui est important, d'être toujours dans une mouvance, de bouger, de progresser, voilà, de faire des choses. Exactement. Cet exemple-là de la directrice de ta fille, c'est merveilleux. C'est vrai la culture anglo-saxonne, la culture américaine est tout autre et nous devrions peut-être plus la modéliser, l'observer et en faire quelque chose parce qu'ils ont cette culture intelligente de l'échec. Oui. Et c'est vraiment important de savoir parler de ses qualités, mais de savoir aussi quels sont ses défauts. Et là, ça nous permettrait peut-être d'aborder très, très légèrement la connaissance de soi. Il est très important de se connaître, savoir quelles sont ses qualités, savoir quels sont ses défauts, et pouvoir en parler tranquillement, sereinement. Et lorsque l'on rencontre quelqu'un qui sait faire ce que l'on ne sait pas faire, eh bien, plutôt que de s'en soucier, de se dire mince, il va repérer que je ne sais pas faire, etc., plutôt en profiter pour apprendre. Et voilà, c'est vraiment important. Il y a une des phrases de Jean-Paul Sartre que j'aime beaucoup, c'est nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. Voilà. Et là, ça pourrait peut-être même être le point de départ d'une séance d'hypnose. Cette phrase, elle est simple. Est-ce que tu peux la répéter? Oui. Nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. Très bien. Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part il faudrait apprendre à se distancier du regard de l'autre et en faire quelque chose. En fonction de mes parents ont voulu que je sois médecin. Je ne le suis pas. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire de ça, de leur attente vis-à-vis de moi et donc je vais devenir moi la personne importante pour moi. Et je ne vais pas aller chercher à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc il y a quelque chose d'important dans la confiance, c'est l'action, se mettre à l'action, oser agir et puis se respecter. Se respecter, comme je disais il y a quelques instants, aussi par le fait de se préparer avant de faire des choses, faire et refaire, prendre l'habitude, ça confère de l'aisance. Et l'aisance me permet de booster quoi? La confiance. C'est ça, et avoir aussi surtout la volonté de vouloir le faire. La volonté est extrêmement importante et l'espoir. L'espoir qu'on peut changer. Parce que quand l'espoir fait vivre, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est vrai que si on n'avait pas cet espoir,
on ne vivrait pas. Et c'est vrai que l'espoir de s'améliorer, si on ne l'a pas, c'est ça aussi qu'il faut booster. Ah oui, parce que, bon, bien sûr, à ce moment-là, on pourrait parler de ce que l'on appelle les bénéfices secondaires. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles, mais qu'est-ce que le fait de ne pas avoir confiance en toi t'apporte? Moi, c'est l'une des questions fondamentales en coaching, hein, on commence par ça. Qu'est-ce que ne pas avoir confiance en vous apporte? Ah ben, ça m'apporte un tel s'occupe de moi et qu'on prend soin de moi, on fait attention à moi. Et ça, c'est peut-être pour les gens quelque chose de tellement important qu'ils ne sont pas prêts à le quitter, à l'abandonner. Ouais. Et oui. Et on appelle ça les bénéfices secondaires. Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc, quand tu parles de volonté, je suis assez d'accord avec cette idée-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire, bon, j'y vais, quoi. J'y vais, je me mets en action. Et on a bien vu, la confiance, c'est quoi? C'est oser agir, c'est l'action. Et ça veut dire en fait que la confiance en soi, c'est aussi devenir indépendant. Oui. Parce que et devenir indépendant, c'est un risque que les gens ont peur de prendre parfois. Oui, il faut effectivement oser prendre ce risque-là. Mais on est dans le serpent qui se mange la queue. Oser, c'est un gain de confiance. Si je n'ai pas confiance, je n'ose pas. Mais si j'ose, j'ai confiance, alors on commence par quel bout? Hypnoser alors. Voilà. Avec plaisir. Hypnosons alors. Et quelles sont les astuces qu'on pourrait aborder dans ce domaine justement par rapport à l'hypnose pour déjà, sans aller tout de suite dans l'hypnose, mais déjà en soi, ce qu'on peut se dire et quel bien on peut se faire pour acquérir plus de confiance en soi. Alors, on pourrait parler peut-être de qu'est-ce qu'une séance d'hypnose type qui pourrait permettre de penser les blessures de l'âme, les carences de l'estime, de confiance. Et puis ensuite, peut-être pour la dernière partie de l'émission, aborder justement une astuce de comment faire dans la vie de tous les jours sans avoir besoin forcément d'aller voir un hypnopraticien ou un hypnothérapeute. Oui. Quelle est l'astuce à mettre en avant là, tout de suite, maintenant là? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me mettre en action? C'est ça le but de cette émission aussi, c'est d'apporter des solutions voilà. à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Et bien cette solution, si vous le voulez bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on la proposera vraiment pour la dernière partie. Comme ça, on aura vraiment tout le temps de parler de ça. Peut-être là, qu'est-ce qu'une séance d'hypnose type que quelqu'un qui de confiance en soi. Voilà. Eh bien, peut-être parler de ce cas de figure que l'on rencontre très souvent. On a vu que la confiance, ça parle de nos capacités, alors que l'estime, ça parle de notre identité. Et très souvent, les gens qui consultent, ce sont des gens qui ont une carence de l'estime. Et qu'ils n'ont peut-être pas reçu cet amour inconditionnel. N'ayant pas reçu cet amour inconditionnel, ils vont chercher au travers l'autre. Ils sont en quête de reconnaissance, en quête d'amour. Et cette quête de reconnaissance, cette quête d'amour va faire qu'ils vont se former, ils vont faire des études, ils vont faire des choses, pensant que plus ils acquièrent de compétences et de connaissances, et plus ça va peut-être penser ce manque d'amour. Donc cette quête-là fait qu'en cabinet, on reçoit énormément de gens compétents, avec des savoir-faire, des cordes vraiment bien fournies, un arc bien rempli. Et ils ont tout, pour être heureux, on a envie de dire. Il y a tout. Et ce sont des gens qui ont vraiment une belle réussite sociale. Et pourtant, ils consultent. Voilà, parce qu'il y a une erreur. Il y a une erreur et ils sont en train de booster la confiance alors qu'il faudrait booster l'estime. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait proposer aux gens, c'est ce que la séance d'hypnose va faire, c'est-à-dire de proposer aux gens d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur ce besoin d'amour, cette quête d'amour, cette quête de reconnaissance-là. Nous allons la réorienter, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et on va reconnecter la personne à ses propres ressources, ce que l'on appelle en hypnose des ressources. On a tous à l'intérieur ce qu'il faut pour pouvoir être heureux. Très bien, alors on va en parler après la pause musicale, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Noémie. Avec plaisir. Et bien voilà, on est là de retour. Et je prends ma vie en main grâce à l'hypnose sur Il est vraiment bien, avec Noémie Kléber. On était justement sur cette notion de type de personnes qui viennent consulter, qui viennent demander de l'aide pour améliorer leur quotidien dans cette carence-là en estime d'eux-mêmes.
et qui font plein de choses qui finalement va peut-être leur donner l'illusion d'être mieux, mais qui ne va pas encore leur apporter cette estime d'eux-mêmes. Et comment est-ce que l'hypnose va pouvoir gérer cette notion-là, cette demande qu'ils ont, cet objectif qu'ils ont? Alors, l'hypnose ne va pas proposer un protocole type dans ce domaine-là. C'est pour ça que quelqu'un qui a une carence de l'estime ou de la confiance ne pourra pas vraiment fondamentalement trouver la solution dans les livres, parce qu'il est essentiel d'avoir ce rapport à l'autre. Le praticien va, dans son recueil d'informations, en tout début de la consultation, va écouter son patient, va écouter son histoire, et en fonction de ce que le patient va raconter, comment il va se raconter, eh bien le praticien va choisir une façon d'aborder cette problématique, et ce qu'on appelle, nous, dans notre langage, des protocoles. Oui. Et il n'y a pas un protocole, mais plein de protocoles. Alors lequel choisir? C'est en fonction de ce fameux recueil d'informations. Dans tous les cas, la chose qu'il y aura systématiquement, quel que soit le protocole choisi, ça va être cette question cruciale qui est et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous en feriez? Alors bien souvent, les gens écarquillent les yeux. Tout? Je peux vraiment tout faire avec cette baguette? Oui, vous pouvez tout faire. Et en réalité, une fois qu'ils ont écarquillé les yeux et qu'ils ont demandé avec étonnement s'ils pouvaient tout faire, on se rend compte que ils disent je voudrais surtout ne plus être comme je suis, de rougir en public, de bafouiller lorsque l'on me pose une question, etc. Donc ils parlent à nouveau de ce qu'ils ne veulent pas. C'est très compliqué pour les gens de formuler ce qu'ils veulent. Et l'une des choses fondamentales qu'aborde l'hypnose, mais d'autres disciplines, c'est le langage. Il est important de formuler positivement ce que l'on veut. Et si la problématique est d'avoir confiance en soi, eh bien, il va falloir dire quelque chose du genre « j'aimerais avoir confiance en moi », c'est-à-dire m'exprimer clairement. Lorsque l'on me pose une question, avoir le cœur qui bat tranquillement, et non plus « je veux plus devenir rouge écarlate » et avoir le cœur qui bat la chamade. Donc, finalement, cette notion de baguette magique est très importante, et elle sera là tout le temps, quel que soit le protocole. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réellement vécu. Et lorsque on propose la baguette magique, eh bien le patient va se raconter différemment, et il va se faire donc du coup peut-être une nouvelle représentation mentale. Et voilà, cette représentation mentale, c'est une projection quelque part d'un futur dans lequel lui peut se projeter et se lancer pour se voir autrement. Exactement, on appelle ça une visualisation mentale. On parlait de représentation mentale tout de suite, mais en hypnose nous parlons de visualisation mentale. Et donc lors du recueil d'informations, on va demander à la personne, si vous avez une baguette magique, comment est-ce que vous voudriez que ça se passe pour que ce soit bien? Et il nous fait une description, on va lui demander en tout cas qu'il nous fasse une description assez détaillée du contexte idéal, de ce comment ça devrait se passer pour que ce soit bien. Et après, nous, sous hypnose, nous allons lui faire vivre avec moult détails cette représentation mentale, ce que l'on appelle donc une visualisation mentale. Et encore une fois, comme le cerveau ne sait pas faire la différence, il va croire que c'est déjà la réalité. C'est ça. Et est-ce que, alors c'est une question, je dirais pas une question piège, mais est-ce que ça marche tout le temps? Alors, j'aime beaucoup cette question, qui n'est évidemment pas une question piège. C'est une question légitime que l'on peut effectivement se poser. Est-ce que ça marche à tous les coups? Eh bien, oui et non. Et ma réponse est-elle piège? De Normand, mais pourtant, je n'y suis pas. Mais non, alors ça marche à tous les coups. Oui, tout ça va dépendre du sujet. Vous savez, c'est exactement pareil que pour le tabac. En fait. Est-ce que le tabac fonctionne à tous les coups? Eh bien, cela va dépendre de la volonté du patient. Si le patient a vraiment envie, il a vraiment envie d'arrêter de fumer, mais il n'y arrive pas,
eh bien l'hypnose va lui permettre d'arrêter, parce qu'il a envie d'arrêter. Et quelqu'un qui vient en cabinet, comme ça arrive très souvent, je viens vous voir parce que c'est ma femme qui m'envoie, c'est ça ou le divorce? Ouais. Ah ben, est-ce que vous avez envie d'arrêter de fumer? Non, j'ai pas envie, mais c'est ça ou le divorce? Alors ben, je viens en cabinet, mais ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a pas une réelle volonté de la part du patient. Donc c'est exactement pareil pour la confiance. Si on reçoit un adolescent de 15 ans qui vient parce que c'est ses parents qui l'amènent, parce que ses parents trouvent qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui, si l'enfant se trouve bien comme ça, eh bien ça ne bougera pas. Donc il y a la condition nécessaire, c'est avoir envie. Est-ce que ça marche à tous les coups? Oui, si à partir du moment où le patient en a envie. Et il y a derrière tout un travail aussi à faire d'auto-hypnose, et puis aussi peut-être, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent le manque de confiance est nourri par des pensées limitantes, du genre je vais encore échouer, je suis nul, etc. Et est-ce que le stress à avoir là-dedans, j'ai un patient auquel je pense, qui est extrêmement stressé tous les matins, il n'arrive pas d'ailleurs à se réveiller parce il visualise sa journée de travail qui va être très très difficile, alors que ce n'est pas le cas, elle ne va pas être difficile du tout, mais il la visualise comme ça, il pense qu'il aura plein de problèmes à régler, donc il est très stressé et il n'arrive pas à déstresser. Et est-ce que justement la question de la confiance en soi va jouer là-dedans pour enlever ce stress il se fait des nœuds dans le ventre tout seul, et il n'arrive pas à se lever parce qu'il envisage une mauvaise journée au départ. Oui, alors le stress est généré par toutes ces suggestions négatives qu'il s'envoie, puisque Oui. lorsqu'il se lève, les premières pensées qu'il a sont des pensées catastrophiques, ça va mal se passer, puis il envisage le pire. Oui. Donc effectivement, il ne peut que, ce faisant, activer ce qu'on appelle son système nerveux autonome sympathique. Le système nerveux autonome sympathique, c'est ce qui accélère le métabolisme, avec toutes les décharges d'adrénaline, de noradrénaline, etc. Donc l'estomac se noue, ça peut y avoir aussi, donc là, on ne va pas avoir forcément les jambes qui tremblent, mais si c'est une prise de parole en public, par exemple, il peut aussi avoir des jambes qui tremblent, etc. Le mécanisme est le même, finalement, c'est l'activation du métabolisme. Et cela est très lié, justement, aux pensées limitantes, je vais encore passer une mauvaise journée. Et alors, l'hypnopraticien ou l'hypnothérapeute va justement vous aider à réaliser un travail en profondeur, en séance, par le biais du protocole qu'il va mettre en avant pour vous lorsque vous aurez les paupières fermées, mais aussi il va vous enseigner, vous transmettre comment changer, transformer les pensées limitantes. Alors, la pensée limitante, telle que tu viens d'évoquer là, hein, je vais encore passer une mauvaise journée, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'une des choses fondamentales qu'il y a à aborder, que l'on va peut-être d'ailleurs aborder maintenant, hein, cette notion de suggestion négative. Voilà, c'est ça. Et dans cette optique-là, de cette séance d'hypnose, tu as mentionné quelque chose que peut-être les gens ne savent pas, c'est les paupières fermées. Oui. Alors c'est intéressant. Pourquoi faut-il fermer les paupières? Pourquoi faut-il fermer les yeux Tout simplement parce que quand on a les paupières ouvertes, on est, entre guillemets, parasité par toutes les sollicitations extérieures. Nos yeux se baladent et se posent sur un objet ou un autre, ça attire notre attention et on est du coup moins à même d'être connecté à l'intérieur de soi. Une séance d'hypnose peut se faire les paupières ouvertes, hein, il n'y a pas vraiment d'inconvénient majeur, c'est simplement que ça ne facilite pas, les paupières ouvertes, hein, ça ne facilite pas la relaxation. Voilà. Mais lorsque l'on est dans notre vie de tous les jours hyper absorbé par quelque chose, que nos yeux s'écarquillent, on est à ce moment-là dans un état modifié de conscience. Donc l'état modifié de conscience peut se faire et se trouver les paupières ouvertes. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'était en fait plus pour aller dans le sens de meilleure connexion avec soi-même. Exactement. C'est pour ça. Faciliter, tout simplement. Faciliter Une séance d'hypnose, c'est une séance qui dure à peu près en tout et pour tout 1h30. Si le patient laisse les paupières ouvertes, disons qu'il ne met pas toutes les chances de son côté pour faire ce qu'il faut, en réalité, tout simplement. Exactement. Très très bien. Et donc,
on a un protocole spécifique qu'il faut suivre qui va être adapté aussi à chaque personne, puisque chaque personne étant unique, elle a sa propre problématique à régler dans cette histoire de confiance d'elle-même, et on va devoir adapter un protocole pour elle. Voilà, c'est ça. C'est vraiment sur mesure. C'est vraiment sur mesure, mais dans tous les cas, ce que l'on constate, c'est que l'on va demander on va pas forcément lui demander comme ça en tant que tel, mais on va faire comprendre à son inconscient, parce que c'est bien à l'inconscient que l'on s'adresse par le biais de l'hypnose, faire comprendre à son inconscient d'arrêter cette quête de reconnaissance, cette quête d'amour au travers l'autre, et que tout ça, c'est à l'intérieur d'elle. Et au lieu de chercher l'amour au travers l'autre, elle va peut-être, justement, commencer à s'aimer elle simplement, sainement. Voilà, comprendre qu'elle est la personne la plus importante pour elle. Oui, tout à fait. Je suggère souvent aux gens qui viennent me voir de se mettre devant un miroir et de dire « je m'aime ». Exactement, c'est intéressant, je me mets ce que tu dis là, hein. Se mettre devant le miroir et se dire « je m'aime », c'est aussi se rendre compte que l'on est important, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est la nourriture de la confiance et de l'estime. Lorsque je prends soin de moi, je prends soin de l'autre, et c'est quelque part l'effet boomerang. En prenant soin de l'autre, je prends soin de moi et l'autre prendra soin de moi. Tout ça est très important. Donc là, le fait de se mettre devant un miroir, se regarder et regarder ce qu'il y a bien chez soi. Et ne plus focaliser sur tout sur la comparaison. Voilà, cette notion de comparaison, elle est délétère. Vraiment, c'est quelque chose à mettre à la poubelle. Absolument. Et pour revenir sur l'histoire des notes américaines, c'est intéressant qu'eux ne notent pas en termes de chiffres, mais en termes de lettres. Donc on est à A, B, C ou D, mais c'est une fourchette. Le A, c'est entre 15 et 20, on va dire comme ça. Mais il n'y a pas de note exacte, parce qu'on ne va pas noter comme ça une personne. Et donc c'est un approximatif, une évaluation approximative de la personne qui est importante pour la personne elle-même. Et voilà. Et dans cette séance d'hypnose, y a-t-il un protocole particulier que tu affectionnes particulièrement, que tu aimes, qui est parce qu'il y a une base pour que tout le monde a, c'est une base très. La plupart des problèmes, des mots que les gens viennent voir, elles découlent ce manque de confiance en soi. Oui, il y a effectivement, je vais peut-être alors évoquer un des protocoles que j'affectionne particulièrement. Il s'agit plutôt de l'approche de François Roustan, à savoir arrêter de vouloir faire. Parce que les gens qui viennent en cabinet sont des gens, justement, on a compris, qui font plein de choses. Elles ont lu plein de livres, des ouvrages, elles ont écouté, etc., des émissions et autres. Tout ça, c'est très bien, sauf qu'à un moment donné, justement, quand les gens viennent en cabinet, il peut être intéressant de les laisser parler jusqu'à un moment où on dit stop. Voilà, arrêtez-vous là, fermez les paupières et laissez faire les choses, simplement. Arrêtez de vouloir, arrêtez de penser, arrêtez d'écouter, mais soyez simplement là en vie. En vie, là, sur votre chaise, dans la position, et prendre conscience simplement de votre corps là. Et ce faisant, le fait d'être dans la non-action les remet paradoxalement dans le mouvement de la vie. En tout cas, c'est l'approche de François Roustan, je l'affectionne particulièrement, et c'est celle que j'ai peut-être le plus utilisée dans toute cette approche de carence de confiance et d'estime. De se laisser aller, à se reconnecter à soi-même, puisque finalement, en étant tellement busy comme on est, eh bien, on n'arrive jamais à méditer sur soi. Finalement, c'est aussi une forme de méditation dans laquelle on va rentrer. C'est ça, c'est peut-être habiter l'instant présent. Comme dirait Vladimir Jankélévitch, se trouver sur la fine pointe de l'instant. C'est ça, c'est une très belle image. Oui. Très très jolie, très jolie. On va, si tu le permets, peut-être continuer sans pause, parce qu'on est à 10 minutes de la fin. Oui, donc très bien. On enchaîne, on continue. Très bien, très bien. Encore, donc quel est l'outil comment est-ce qu'on peut tendre le cou finalement aux idées négatives qui nous colonisent l'esprit et nuisent à notre épanouissement complètement? C'est ça en fait l'idée, c'est de faire arriver l'autre à un bien-être, à un meilleur être que ce qu'il est aujourd'hui.
Oui, alors une des choses très importantes, c'est que souvent le manque de confiance et le manque d'estime est nourri par des pensées limitantes. Alors ces pensées-là, on les connaît, c'est je vais encore échouer, je suis nul, c'est compliqué, j'ai fait des mauvais choix, etc. Bon, on sait que, bon, on le sait du moins, il est peut-être important de le savoir, les pensées ont tendance à créer notre réalité. Vous connaissez peut-être, en tout cas toi, Shlomi, tu le connais, le docteur Daniel Araoz, il est professeur en psychologie et sexologue, il est à l'origine de la nouvelle hypnose et il nous parle de negative self-hypnosis. C'est quoi? Ce sont des suggestions négatives. Nous nous adressons continuellement des suggestions négatives. Là, lorsque je dis je vais échouer, c'est compliqué, des choses comme ça, ça résonne, ça fait écho. Pourquoi? Bien parce que ce sont des choses que l'on dit très souvent. Donc, ce sont des termes que l'on utilise et en réalité, pour faire simple, ce que l'on fait, c'est qu'on s'auto-hypnotise. C'est de l'auto-hypnose négative. Lorsque l'on se dit c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, on s'auto-hypnotise. Mais on ne le réalise pas. Les gens viennent faire des séances d'hypnose, mais ils ne réalisent pas en réalité qu'ils savent déjà très bien faire ça, mais négativement. Hein, parce qu'ils se répètent. Et exactement, ils se répètent ce genre de choses et ça a un effet vraiment délétère. Tout à fait. Et cette négation de soi crée cette pensée qui est créatrice d'une réalité. Exactement. En réalité. C'est très important, c'est très intéressant parce que dans la vie personnelle que je mène, on est dans la pensée est créatrice, la parole est créatrice également, puisque le monde a été créé via la parole, et donc on crée une réalité qui est là, via la parole, lorsque l'on va se promettre quelque chose à soi-même, par exemple, ou promettre à quelqu'un. On va faire une suggestion de promesse de faire quelque chose, on va créer une réalité. Maintenant, il y a une promesse de vente, d'achat, de devenir mieux, de faire ça. Donc, quand on va rentrer dans l'hypnose, on va se promettre à soi-même de changer. Voilà. Donc, de changer sa propre réalité grâce juste à cette pensée-là. Exactement. Grâce à cette pensée-là, encore faut-il que cette pensée soit formulée avec des bons mots. Pourquoi? Eh bien, parce que l'inconscient entend, mais ne comprend pas la négation. L'inconscient est incapable de se représenter l'absence d'un événement. Par exemple, le non, aucun, nulle part, personne, il ne sait pas se représenter ça. Un exemple tout simple, il nous vient d'ailleurs de Paul Václavic. Si je te demande, Shlomi, de te représenter, nos auditeurs peuvent le faire, l'homme plante un arbre. Oui. Tu arrives à t'en faire la représentation. Bien sûr. Évidemment. Mais si je te propose maintenant de te faire la représentation mentale de l'homme ne plante pas d'arbre, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Eh bien voilà, donc l'homme qui plante, mais qui s'arrête de planter quelque part. Voilà, l'homme qui plante, mais qui s'arrête de planter. Donc tu as l'homme qui plante. Oui. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il se fait une représentation mentale avec le mot de la phrase. Et quand je dis l'homme ne plante pas d'arbre, quel est le mot? C'est plante, c'est planter. Oui. Voilà. Eh bien, une fois que l'on a compris ça, on a tout compris. Parce que Václavic, lui, donc c'est un chercheur de l'école de Palo Alto, de l'Institut Palo Alto, et il dit que le langage, il possède des caractéristiques, il est condensé, figuratif, positif, concret, et surtout, la négation lui fait défaut. Donc l'homme ne plante pas d'arbre, on se fait la représentation mentale de l'homme qui plante un arbre, et puis on fait une croix rouge, par exemple. Oui, mais c'est trop tard. N'imagine pas un éléphant rose. Surtout pas, ne le fais pas, Shlomi, tu l'as fait. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Non, mais je ne l'ai pas fait parce que je connaissais le piège. Ah, tu le sais, tu le sais. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Donc, du coup, si je te dis je n'ai jamais eu l'intention de te nuire, comment le prends-tu? Il y avait quelque part une intention derrière, mais qui a peut-être été annulée entre-temps. Mais qu'est-ce qu'on entend là? Je n'ai jamais... Eh oui, on entend nuire. Oui. Voilà. Et alors quand on met ces exemples-là en avant, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Mais il se passe exactement la même chose lorsque l'on dit je suis nul. Qu'est-ce qu'on entend? Nul. Nul, exactement. Alors, voilà, je suis nul. On entend nul. Et quel est le message que l'on cherche à faire passer dans je suis nul? C'est que je ne suis pas compétent, j'y arrive pas, etc. Mais ne pourrait-on pas utiliser un mot positif pour dire je suis nul? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme mot positif? Je suis... Ça pourrait être quelque chose du genre je ne suis pas doué. Mais ça c'est un niveau négatif.
Alors c'est ça qui est intéressant. C'est peu importe, la phrase peut être négative. Ah, d'accord, ok. Ce qui est important, c'est le mot. Quand Ok. on dit je suis nul, la phrase, elle n'est pas négative, mais le mot Il est est négatif. C'est ça. Et il vaut mieux dire je ne suis pas doué, peu importe que la phrase soit positive ou négative, qu'est-ce qui s'imprime dans notre. Doué, c'est ça. Exactement, Qui est c'est le positif. mot. C'est le mot. Et il faut faire attention donc aux mots. Quand on a un message à faire passer aux autres, il est très très important de vérifier les mots que l'on utilise. Absolument, c'est un enseignement qui vaut de l'or, cet enseignement-là, de ces mots-là, parce qu'on crée des réalités chez nous et chez les autres, évidemment. Et on voit combien, en fait, l'hypnose ne s'arrête pas, absolument pas, à juste faire une séance. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin, et c'est un outil très puissant. Exactement, oui. Peut-être pour les dernières minutes, rappeler aux auditeurs que lorsque l'on va faire un travail sur soi, le point de départ, et vous avez besoin ni d'hypnothérapeute, d'hypnopraticien, bien sûr, allez-y, consultez, hein, avec grand plaisir, mais vous pouvez déjà faire ce travail-là. Quand vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, utilisez le mot qui correspond le mieux. Si vous êtes, si vous n'avez pas de confiance en vous, d'estime de vous, le premier point à travailler, c'est les phrases et d'utiliser les mots positifs qui correspondent à l'objectif. Et bien sur ces mots très positifs, Noémie, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. C'était très très enrichissant, passionnant, et on va avoir des retours de personnes qui finalement vont s'améliorer, améliorer leur façon de penser et de parler. Et je rappelle que donc, vous pouvez à tout moment nous contacter sur Doctolib ou sur Ambien Rivin si vous désirez prendre une consultation en hypnose, mais également une formation en hypnose qui peut vous intéresser chez France Hypnose Formation. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on est là tous les 2 mercredis du mois et dans 2 semaines. Merci, Noémie Kleber. Merci, j'aurais pu dire sans problème, mais je dis avec plaisir, parce Voilà. que justement, le message que je voulais faire passer, c'était un grand plaisir donc d'être l'invité de ce mercredi. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Merci.